Quelle est l'efficacité des médicaments pour traiter les personnes atteintes de schizophrénie? Saviez-vous que, selon la Société québécoise de la schizophrénie, environ 1% de la population est atteinte de schizophrénie? Il y a 2 fois plus de personnes atteintes de schizophrénie que de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer dans le monde et 5 fois plus que de personnes ayant la sclérose en plaques. Vous avez autant de risques de vous faire attaquer par un schizophrène que d'être frappé par la foudre. Pourtant, nous avons longtemps cru que les schizophrènes étaient des fous dangereux. La compréhension de cette maladie a en effet énormément évolué au fil du temps avec le développement des nouvelles connaissances et des médicaments. Mais est-ce que les médicaments utilisés aujourd'hui pour traiter la schizophrénie sont réellement efficaces? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'est la schizophrénie. Il s'agit d'une maladie mentale qui touche la pensée d'un individu, ses émotions, ses sentiments, ses perceptions, ses fonctions cognitives, ainsi que ses comportements. Par contre, les manifestations de la maladie dans les différentes sphères d'un individu sont variables. Les symptômes peuvent survenir à des moments différents et l'intensité varie d'un individu à l'autre. Ces déficits rendent l'adaptation à leur environnement plus difficile, particulièrement leur environnement social. Les différents symptômes seront vus plus en détail dans cette vidéo. Encore aujourd'hui, les gens atteints de schizophrénie peuvent se sentir incompris et il existe toujours des préjugés envers eux. Parlons maintenant des facteurs de risque reliés à la schizophrénie. Tout d'abord, les facteurs de risque biologiques sont des prédispositions génétiques qui augmentent les chances de devenir schizophrène. Un enfant ayant un parent schizophrène a 10 % de chances de développer la maladie, alors que si les 2 parents le sont, cette probabilité monte à 40 %. D'autres causes biologiques, comme certaines anomalies dans la constitution du cerveau et ou des neurotransmetteurs, peuvent aussi prédisposer un individu à la maladie. Il existe aussi de nombreux facteurs de risque reliés à l'environnement. La consommation de drogue et d'alcool peut notamment faire ressurgir la maladie chez une personne déjà prédisposée biologiquement. Nous pouvons également penser à de l'hostilité récurrente vécue par un individu ou encore à un bouleversement émotionnel intense dans la vie de celui-ci. La mort d'un être cher, par exemple. Ici, il est important de préciser l'interaction gène-environnement. En effet, une personne avec une certaine prédisposition génétique peut ne jamais devenir schizophrène, mais lors d'un événement anxiogène, la maladie peut se dévoiler. Les deux sont la majorité du temps reliés entre eux, et c'est l'addition des facteurs biologiques et environnementaux qui augmente le risque de la manifestation de la maladie. La schizophrénie est caractérisée par plusieurs symptômes, souvent divisés dans 2 catégories distinctes. Les symptômes négatifs, qui sont en fait une absence ou une diminution d'une certaine capacité, par exemple une diminution de l'usage de la parole, une absence de réponse émotionnelle qui peut rendre apathique, y compris une diminution du plaisir ou encore une diminution de la motivation et de l'intérêt pour les activités sociales, ce qui rend difficile pour les schizophrènes de réaliser certaines activités quotidiennes. Il y a aussi les symptômes positifs, qui sont quant à eux des fonctions normales poussées à l'excès ou distordues. Ces symptômes incluent les hallucinations, qui sont auditives, visuelles, tactiles ou même gustatives, mais celles retrouvées le plus régulièrement chez les schizophrènes sont les hallucinations auditives. D'autres symptômes positifs sont la désorganisation de la pensée, qui cause de la difficulté pour la concentration de l'individu, ou encore le délire, qui lui peut mener à une paranoïa. Tous ces symptômes peuvent mener à une déficience intellectuelle plus ou moins grande selon les symptômes dominants chez le malade et ainsi à des problèmes du point de vue émotionnel, comme des comportements inadéquats dans certaines situations ou encore la dépression. Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer les différents symptômes de la maladie au niveau du cerveau. Pour cette vidéo, l'hypothèse d'une concentration accrue de dopamine dans le cerveau des schizophrènes sera expliquée plus amplement puisqu'il s'agit de celle qui a été le plus approfondie par les chercheurs jusqu'à maintenant.
La dopamine est un neurotransmetteur qui agirait à l'intérieur de certaines cellules et des voies nerveuses afin de réguler le mouvement et les émotions. Il s'agit du principal neurotransmetteur impliqué dans le circuit de la récompense. La dopamine module le fonctionnement des neurones et influe sur l'humeur, l'affect, les pensées et le comportement moteur. Les personnes atteintes ont une concentration plus importante de dopamine dans certaines régions du cerveau. De plus, elles auraient plus de récepteurs de dopamine que les personnes normales. Cela causerait une psychose, hallucinations, idées délirantes, perturbe la cognition et la pensée. Il y aurait donc un débalancement de la concentration de dopamine dans certaines voies. Un excès dans la voie mésolimbique, la voie qui innerve plusieurs structures du système limbique, entraînant ainsi une perturbation de la cognition et de la pensée. Cet excès serait responsable des hallucinations et des idées délirantes chez les schizophrènes. Un déficit dans la voie mésocorticale qui innerve le cortex frontal, la zone du cerveau responsable des troubles cognitifs. Ce déficit pourrait être à l'origine des symptômes cognitifs de la schizophrénie, hallucinations, désordre de la pensée. Un déficit de la voie nigostriée, une des voies principales de la dopamine, responsable de l'exécution normale des fonctions motrices et cognitives. Les comparaisons entre cerveau sain et schizophrène montrent pour la première fois que, chez ces derniers, 26 régions sont affectées. Ces parties atteintes se situent aussi bien dans les régions centrales que périphériques et incluent la région fronto-pariétale, souvent impliquée dans les processus cognitifs. Toutefois, on ne peut pas conclure à une association claire entre les aires affectées et les troubles liés à la schizophrénie, tels que les problèmes cognitifs. Cependant, des études ont ainsi montré que dans la schizophrénie infantile, la matière grise et l'épaisseur du cortex diminuent beaucoup plus que chez un sujet sain. Ainsi, l'hippocampe, la zone du cerveau qui permet notamment de moduler les émotions et d'emmagasiner la mémoire de travail, et les lobes frontaux, qui constituent le centre de commande des habiletés sociales et de planification, sont particulièrement atteints. On peut aussi ajouter les lobes temporaux, qui sont activés par l'audition, mais aussi par les hallucinations auditives par les schizophrènes. L'hypothèse va donc dans le sens d'un élagage trop important de certaines connexions nerveuses, entraînant un déséquilibre dans la communication entre les neurones. Un défaut de connectivité entre différentes aires cérébrales lié à un déficit de myélinisation et un stress oxydatif néfaste aux neurones en formation ont également été constatés. En ce qui concerne la myéline, elle se trouve altérée dans les parties atteintes des cerveaux des schizophrènes. La conséquence de cela est d'abord la présence de connexions moins efficaces chez les patients. En effet, obligés de contourner les parties atteintes, les connexions doivent trouver d'autres chemins, plus longs, et sont du coup moins efficientes. Les études par résonance magnétique ont également dévoilé un élargissement du troisième ventricule, du ventricule latéral et de l'espace sous-arachnoïdien chez les personnes atteintes. Les principaux médicaments administrés aux personnes diagnostiquées schizophrènes sont les antipsychotiques. Il en existe deux types, les antipsychotiques typiques et les antipsychotiques atypiques. De nos jours, ce sont les antipsychotiques atypiques, plus récents, qui sont davantage utilisés étant donné qu'ils sont reconnus pour causer moins d'effets secondaires que les typiques. En effet, les antipsychotiques typiques entraînent généralement davantage d'effets extrapyramidaux, tels que des troubles du mouvement, tremblements, raideurs, tics, ou des risques de dyskinésie tardive, des mouvements répétitifs involontaires. Puisqu'ils sont plus utilisés, nous nous concentrerons sur les antipsychotiques atypiques. Les antipsychotiques agissent principalement sur les symptômes dits positifs de la schizophrénie, tels que les délires et les hallucinations. En effet, les molécules contenues dans le médicament vont surtout se fixer aux récepteurs postsynaptiques de la dopamine du type D2 pour les bloquer. Étant donné que les effets positifs de la schizophrénie sont corrélés avec une concentration plus importante de dopamine dans certaines régions du cerveau, comme expliqué précédemment, le fait de bloquer en partie l'effet de ces neurotransmetteurs grâce à des antipsychotiques a un lien direct avec la réduction des symptômes. Les molécules contenues dans les antipsychotiques agissent dans différentes voies corticales, mais la diminution des symptômes positifs est associée à leurs actions dans la voie mésolimbique. Cependant,
La fixation des molécules au récepteur D2, qui se retrouve dans le tractus nigostrial, entraînerait quant à elle des effets extrapyramidaux, soit les troubles du mouvement et la dyskinésie. Le mécanisme d'action des antipsychotiques atypiques permet aussi heureusement de contrer ces effets extrapyramidaux. De fait, les molécules ne se fixent que momentanément au récepteur D2 et se dissocient rapidement afin de permettre une neurotransmission normale de la dopamine et d'avoir un équilibre. De plus, les molécules contenues dans les antipsychotiques atypiques agissent sur d'autres récepteurs afin de contrebalancer encore plus efficacement les effets extrapyramidaux et d'augmenter l'efficacité du médicament. Les molécules agissent notamment comme antagonisme des récepteurs postsynaptiques 5-HT de la sérotonine, ce qui diminuerait vraisemblablement les effets extrapyramidaux ainsi que les symptômes négatifs et cognitifs aussi associés à la schizophrénie. Cela se fait néanmoins à une moins grande échelle qu'en ce qui concerne les récepteurs de la dopamine. Les symptômes ne sont donc pas complètement éliminés et des effets secondaires tels que la prise de poids ou les tremblements sont toujours visibles. En conclusion, les médicaments n'éliminent pas tous les symptômes de la schizophrénie à eux seuls. Ils doivent être accompagnés d'un suivi psychosocial et souvent d'un processus de réadaptation. Ces traitements servent à aider le patient à vivre avec les symptômes qui lui restent, soit en travaillant sur la gestion de ceux-ci ou auprès de l'environnement social de la personne. Il existe aussi des organismes qui aident les schizophrènes à se trouver un emploi et qui les soutiennent aussi dans leur milieu de travail.